Bonjour à toutes et tous. D'abord, je remercie l'association des Amis d'Henri Guillemin de m'avoir invité, parce que bon, c'est vrai que c'est la première fois que j'interviens ici. Alors en plus, le thème est vraiment très bien adapté, si j'ose dire, par rapport à mon parcours d'enseignant depuis maintenant 11-12 ans, à savoir l'enseignement de l'histoire en péril, parce que il est vrai que mon parcours on va dire, enfin, qui est d'ailleurs encore actuel, s'étend en termes d'enseignement de la 6e jusqu'au jury de CAPES, puisque j'ai été aussi 4 ans membre du jury de CAPES, qui a permis de voir d'ailleurs le niveau, on va dire, un petit peu moyen d'un certain nombre d'étudiants qui souhaitent devenir enseignants à partir de 23-24 ans. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout maîtriser à 23-24 ans, mais enfin, il y a un minimum de fonds culturels, on va dire, qui de fait n'existe plus, puisque le mot lui-même n'existe plus dans les consignes que nous recevons au niveau de l'éducation nationale, mais je vais en dire un mot. L'objet de mon intervention d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'histoire droitisée, le triomphe d'une vision réactionnaire du monde ». Alors, je ne vais pas forcément prendre de pincettes là, de ce point de vue, puisque par définition, hein, l'histoire est un combat. Hein, d'ailleurs, c'est en l'occurrence la conclusion qui vient d'être faite juste avant, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais j'aimerais justifier, en fait, justement, pendant cet exposé, la logique de cet exposé, justement, de ce titre. Pourquoi droitiser ? D'abord parce qu'en fait, il faut s'intéresser à tous ces courants idéologiques, puisqu'il y a de l'idéologie par définition, qui proposent progressivement une grille de l'histoire sur plein de chapitres. Alors c'est vrai que nous parlerons surtout depuis la Révolution française, mais c'est quelque chose que l'on peut retrouver de toute façon avant la Révolution française. Une grille idéologique qui se retrouve dans tous les chapitres qui sont enseignés au collège, au lycée, dans le supérieur, en classe préparatoire, et qui finalement sont recrachés, j'ai presque envie de dire, au moment où on arrive à l'étape ultime, c'est-à-dire lorsque nous avons des candidats pour devenir enseignants à travers le CAPES, éventuellement à travers l'agrégation. J'aimerais d'abord partir pour cela d'un message qui avait été posté par un professeur, enfin pas n'importe quel professeur, hein, puisqu'il est professeur à Lyon, à l'université Lyon 2, à savoir Bruno Gollnisch, un spécialiste de civilisation japonaise, et qui avait lâché ce message sur Twitter il y a à peu près 1 an et demi. C'était à propos de ce qui se passait en Espagne au sujet de l'exhumation du mausolée de Franco. Et il avait dit la chose suivante: Franco, qui a sauvé l'Espagne et sans doute l'Europe du communisme stalinien, avait fait inhumer ensemble vainqueurs et vaincus de la guerre civile. En s'en prenant à son cadavre, la gauche montre une fois de plus son visage de haine et de mesquinerie. C'est un exemple, me semble-t-il, assez intéressant de la droitisation, voire du fait que l'histoire soit droitisée dans un certain nombre de domaines, qui permet de comprendre le choix donc de mon exposé, et qui va se dérouler en 3 temps qui seront relativement succincts, étant donné forcément le temps imparti. Et de toute façon, il y a un domaine que de surcroît, l'intervenante suivante, à savoir Annie Lacroix-Ris, développera très bien en ce qui concerne la construction européenne. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, ce sont les caractéristiques de l'histoire droitisée, c'est-à-dire une histoire que l'on retrouve dans les manuels scolaires, dans les cours même, et lorsque l'on interroge, lorsqu'il y a interaction avec les élèves, hein, au collège, au lycée, je répète, et même dans le supérieur, par exemple dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors pourquoi histoire droitisée? Comment? D'abord parce qu'en réalité, même si évidemment on est obligé de parler de guerre, de révolution, etc., en fait nous avons de plus en plus affaire à un espèce de récit qui exclut les rapports de force. J'utilise volontairement le terme de rapport de force, parce que par rapport de force, on peut entendre beaucoup de choses. Je viens de dire guerre, révolution, ça peut être les conflictualités sociales, économiques, un gros mot, la lutte des classes aussi. Toutes ces choses-là sont évacuées. Sont évacuées de telle manière que l'on veut expliquer que nous avons affaire à un long fleuve tranquille. L'histoire serait un long fleuve tranquille, à partir duquel, finalement, si j'ose dire, émergent tout à coup des événements, je dirais même mieux, une main invisible vous permet de faire arriver des événements par-ci, par-là. Puisqu'on parlait de la Révolution française. Lorsque l'on enseigne la Révolution française, donc on insiste bien entendu sur le 14 juillet 1789, prise de la Bastille, c'est un petit peu d'ailleurs en mode buzzer, hein, tous les élèves savent le faire, hein, 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Et puis c'est quelque chose qui peut se faire avec le 6 juin 44, le débarquement en Normandie, vous voyez, ce genre de choses. Et puis,
Après, tout à coup, surgit, la date a été citée dans l'intervention précédente, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen. Et entre les deux, grand vide. On ne sait absolument rien. Strictement rien. Même pas l'abolition des privilèges, du moins la déclaration d'abolition, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. J'insiste parce que c'est ce genre de vision qui se retrouve progressivement dans les manuels d'histoire, et j'ai pris un exemple de manuel de 4e que je vous lirai tout à l'heure pour vous montrer le niveau d'argumentation, de propos que l'on peut trouver dans un manuel d'histoire sur la Révolution française. Et si vous voulez, les événements sont transformés en espèces de dons du ciel, qu'ils tomberaient tout à coup par hasard. C'est le cas pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le cas également pour la Première Guerre mondiale. Je ne plaisante pas parce que ça, c'est un autre élément qui est véritablement central, la disparition des causalités, que nous ne voyons plus. Imaginez qu'en troisième, le premier chapitre au programme, c'est important, c'est civil et militaire, je vous dis l'intitulé, civil et militaire dans la Première Guerre mondiale. Alors, on pourrait se dire, donc, il y a une Première Guerre mondiale qui commence, bon, évidemment, on vous dira début août 1914, etc., mais nous ignorons pourquoi. Et les élèves de surcroît aussi. Alors, on pourrait penser que cela a été vu en fin de 4e. Pas du tout. Certainement pas, d'ailleurs, au demeurant. Et si vous voulez, progressivement, les chapitres sont juxtaposés, saupoudrés, sans lien logique, quand bien même on essaye de donner une thématique qui tendrait à montrer que 3-4 chapitres peuvent s'insérer dans une même thématique, comme par exemple 1445, mais en réalité, de manière décousue, sans problématique d'ensemble, sans fil conducteur explicatif. Et ça, c'est un élément, si vous voulez, de la droitisation, parce que, justement, cette droitisation consiste, à mon sens, droitisation, ça peut être discuté, mais parce que derrière, il y a une volonté, en fait, de détruire la méthode historique, la méthode explicative, critique, historique. Comment? De la manière suivante. Et là aussi, je pense que Annie Lacroix, qui interviendra après moi, pourrait en dire davantage à ce sujet. D'abord en mettant de plus en plus les archives aux oubliettes. Les archives disparaissent, la consultation des archives devient de plus en plus délicate, notamment des archives d'État, il faut le signaler, mais pas que d'État en l'occurrence. Essayez de faire une thèse sur de grands groupes économiques pendant la Seconde Guerre mondiale et vous verrez que ce n'est pas si facile que cela. Je ne vais pas forcément insister dessus, je pense que vous comprenez pourquoi. Par ailleurs, et là j'aimerais insister aussi sur ce point qui m'apparaît central en termes de destruction de méthodes historiques pour les élèves également, parce que ce n'est pas seulement pour les enseignants, c'est pour les élèves, c'est que au lycée en particulier, eh bien, la dissertation est tout simplement rayée de la carte, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. La dissertation, c'est-à-dire la méthode qui, par définition, permet de réfléchir à un sujet de manière problématisée, à travers un cheminement donc intellectuel qui, en réalité, s'apparente en grande partie à de la dialectique. Ça se recoupe en partie avec la philosophie. Eh bien, dites-vous que la dissertation a été progressivement exclue, non seulement du baccalauréat, qui d'ailleurs, depuis cette année, à partir de cette année, n'existe plus en histoire-géographie. Le baccalauréat n'est désormais passé uniquement dans l'épreuve de spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Mais dans l'histoire-géographie, dans la discipline commune à tous les élèves, il n'y a plus d'épreuve finale. Et de toute façon, l'épreuve finale avait déjà été ramenée à une épreuve de 2 heures qui consistait à, d'abord en 1 heure, répondre à une question problématisée sans problématique et avec le plan déjà donné. Donc en fait, récitez votre cours, ça ira beaucoup plus vite. Et à une étude de document en 1 heure. 1 heure, une étude de document en terminale, quand on sait d'ailleurs le peu de connaissances éventuellement qui sont prodiguées. Je vous raconterai une anecdote à ce sujet d'ailleurs, enfin même 2 en l'occurrence, avec une inspectrice pédagogique régionale dont j'avais eu la chance d'avoir la visite il y a 4 ans. C'est infaisable pour des élèves de terminale. Infaisable. Et justement, pourquoi se retrouve-t-on dans une telle situation? Parce que vous avez de plus en plus, en fait, dans les récits qui sont prodigués dans le secondaire, et même en classe préparatoire, je le vois, une histoire dématérialisée, c'est-à-dire où, en fait, ça a été dit d'ailleurs aussi dans l'intervention précédente, d'un certain point de vue, c'est-à-dire que, voilà, les petites gens, les groupes sociaux, les classes sociales disparaissent petit à petit, et puis on élit différents acteurs que sont les ouvriers, actuellement les paysans, etc. Par contre, on donne bien sûr beaucoup d'importance aux grands hommes. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il ne faut pas s'intéresser à des personnages
évidemment. Simplement, à un moment donné, ces grands hommes prennent tellement de place, positivement ou négativement au demeurant, puisque il a été fait référence au parti brissottin, aux jacobins, etc. On pourrait parler bien sûr de la figure repoussoire qui est celle de Robespierre. À ce sujet, j'ai une petite anecdote. Quand je donne des cours à des élèves de prépa Sciences Po qui sont en terminale et qui préparent Sciences Po, je m'amuse toujours à leur faire un petit jeu sur PowerPoint. Donc je fais apparaître une question, citez-moi un personnage connu de la Révolution française. Et toujours, systématiquement, réponse Robespierre. La réponse apparaît. Deuxième question, ça vous fait penser à quoi? Bon, tout de suite, terreur, guillotine, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qui contribue de fait à cette droitisation, parce que à cela s'ajoute, on a parlé justement de la théorie la fausse théorie de fin de l'histoire de Fukuyama et compagnie, à cela s'ajoute l'idée que l'histoire serait l'opposition du bien contre le mal. Ce vocabulaire qui d'ailleurs est utilisé volontairement, en particulier, bon, comme vous le savez, par nombre de présidents états-uniens, l'empire du mal, l'axe du mal, le je ne sais quoi du mal. Et c'est important parce que cela se retranscrit parfaitement, mais vraiment, dans les programmes d'histoire. Et on le verra en particulier à travers l'évolution du vocable concernant l'entre-deux-guerres, où désormais l'entre-deux-guerres, si vous voulez, se résume à un affrontement entre les démocraties contre les régimes totalitaires. On n'a rien de mieux pour comprendre l'entre-deux-guerres, hein, évidemment, que d'opposer la France au Royaume-Uni, d'un côté, les États-Unis naturellement, contre le bloc, en réalité, Allemagne-URSS, hein, puisque c'est ça derrière l'idée principale qui doit être diffusée. J'en reviendrai dessus après, mais j'aimerais insister d'abord sur les responsabilités, le deuxième temps de mon propos, c'est-à-dire qui est responsable, quelque part, de cette droitisation? Bon, en réalité, on peut distinguer trois types de responsabilités. Premièrement, il faut le dire, l'éducation nationale et le supérieur eux-mêmes, à un moment donné. Je vous ai dit une anecdote, je vais vous raconter une anecdote au sujet de la mise au pas des enseignants et d'ailleurs de la destruction du baccalauréat, ça je l'ai déjà un petit peu dit. Donc il y a 4 ans, il y a une inspectrice qui vient me voir, ça s'appelle désormais un rendez-vous de carrière, hein, c'est plus une inspection. Donc on échange, voilà, premier échange rapidement, racontez-moi votre parcours. Bon, donc je lui raconte mon parcours. Et tout de suite, son premier réflexe, bon, bah, on ne va pas parler de notions, de connaissances avec vous. Je dis, mais c'est un échange, donc on peut, ça ne me dérange pas. Bon. Non, donc elle va sur son terrain. Alors, est-ce que les élèves s'auto-évaluent à 14 ans? Est-ce qu'ils écrivent eux-mêmes le récit de guerre froide sur leur cahier? À 14 ans? Non. Et à un moment donné, elle me pose cette question, elle me fait, mais monsieur, est-ce que vous vous formez? Donc je la regarde, je lui dis, bah oui, je lis, et puis je fais mes cours. Non, est-ce que vous vous formez? Je dis, bah oui, je lis, je me documente. Non, mais est-ce que vous faites des journées de formation sur le bien-être machin, sur la gestion de classe, sur... bah non, en fait, non. Bon. Désolé, mais non. Donc, si vous voulez, un enseignant qui lit, qui réfléchit, qui construit son cours n'est plus un bon enseignant pour l'éducation nationale. Très clairement. Ce n'est plus possible. Voilà. Si vous voulez être un bon enseignant, vous devez mettre les élèves en activité, vous devez les laisser en autonomie dès l'âge de 12 ans, vous devez les laisser par eux-mêmes écrire le cours sur, je ne sais pas, la féodalité au Moyen-Âge, sur les guerres de religion au XVIe siècle, sur la Révolution française, enfin sur tout ça. Mais surtout, ne faites pas cours, de fait. Ne faites pas cours. Donc il y a clairement une responsabilité et une mise au pas importante qui rejoint la destruction, au passage, des concours de formation. Parce que là aussi, il faut dire quelque chose à propos des concours. Ayant été 4 ans membre du jury de CAPES, je vous laisse passer, je ne passerai sur les détails de la dernière année, où même l'inspectrice générale présidente du concours du CAPES en 2019 était effarée du niveau et nous demandait de mettre une note catastrophique au candidat. On lui avait dit, on veut bien... Le problème, c'est que si on baisse déjà la note, on sera en dessous de 3 points de la moyenne que vous nous demandez. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez qu'on les massacre et en même temps, vous voulez une moyenne à 9,5, 10 pour montrer comme le niveau monte. Comme l'avait dit l'ancien, d'ailleurs, président du jury de CAPES, de manière assez mécanique et implacable, la moyenne monte, donc le niveau monte. Oui, effectivement, c'est vrai. Vu comme ça... J'en conviens volontiers. Il faut vraiment insister là-dessus parce que la mise au pas, la destruction pure et simple du CAPES se retrouve par exemple à travers l'épreuve pour laquelle j'ai été membre de jury et qui est désormais détruite,
à savoir que nous interrogions les candidats sur un dossier dit d'ASP, d'analyse de situation professionnelle, où il était demandé aux candidats en 4 heures de réfléchir à comment vous enseigneriez tel chapitre dans telle classe, etc. Et cette épreuve a disparu et est désormais remplacée par, de fait, une épreuve qu'on peut qualifier de recrutement. Le recrutement, vous vous doutez, d'un fonctionnaire éthique et responsable qui sera bienveillant, etc. Enfin, ce genre de choses. Et en réalité, on ne vérifie absolument plus, depuis un moment certes, le niveau, j'allais dire, de minimum culturel des candidats. Et d'ailleurs, les 3 mots d'ordre que nous avions pour recruter, littéralement, c'était bienveillance, courtoisie et souplesse. Avec cela, c'était un petit peu difficile de faire la différence à certains moments. À cela s'ajoute la responsabilité sur laquelle il faut insister aussi des dirigeants politiques et économiques, très clairement. Je vous ai parlé de Bruno Gollnisch, je ne vais pas revenir dessus, mais si vous voulez des perles comme ceci, nous en avons à tout niveau dans l'échelle des forces politiques, et bien sûr, bon, économiques, mais politiques. Prenez par exemple le cas de Madame Geneviève Darrieussecq. Alors, pour celles et ceux qui peut-être ne la connaissent pas, parce que c'est vrai que bon, dans l'univers du gouvernement actuel, c'est pas la plus connue, mais elle est secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Et le 8 mai 2020, elle avait publié un message sur Twitter qui était écrit ainsi, vous allez voir. En ce 8 mai, je tiens particulièrement à saluer nos alliés. Leur contribution à la victoire sur l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe a été à la hauteur de leur sacrifice en Europe. Immense. La France n'oubliera jamais ce qu'elle leur doit, la paix et la liberté. Et vous avez des drapeaux de tous les pays, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Canada, Royaume-Uni, Australie, voilà. Et il en manque un. Et je vous laisse deviner lequel. Un pays qui a eu à peu près en tout 27 millions de morts. Mais ce n'est pas une grande contribution pour la libération de l'Europe. Et d'ailleurs, le message a été retiré un petit peu après, parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait eu un léger problème dans le fond. Enfin, elle, ou du moins on a dû lui dire, plutôt qu'elle s'en est rendue compte. J'insiste dessus parce que ce genre de choses, vous le retrouvez non seulement au niveau national, mais aussi dans les institutions supranationales, à commencer par l'Union européenne. J'ai fait cours cette semaine à des élèves qui, justement, préparent le concours de Sciences Po. On parlait des totalitarismes, machin, parce qu'il faut en parler. Et j'en ai profité pour leur montrer que ce concept de totalitarisme, sur lequel on pourra dire un 2 mots, n'était pas... D'ailleurs, est-ce que c'est un concept? D'abord, ça c'est la première question qu'on pourrait sérieusement se poser, mais qui n'est absolument pas posée par les programmes, hein, naturellement. C'est encore une fois un cadeau du ciel qu'il suffit d'enseigner. Eh bien, il se trouve que le Parlement européen, le 19 septembre 2019, a adopté une résolution validée du Rassemblement national jusqu'au Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts inclus d'ailleurs, qui en fait consiste à dire, alors le nom est pompeux, c'est sur l'importance de la mémoire européenne, etc., et qui consiste à expliquer tout simplement que, bon, communisme égale nazisme pour faire simple, mais surtout que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est dû seulement, il n'y a pas écrit seulement, mais c'est dit comme ça, à quoi? À la signature du pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939. Et donc, après avoir expliqué aux élèves un petit peu tout ce qui s'était passé pendant l'entre-deux-guerres, une élève qui ne connaissait absolument pas tout ça me dit à la fin, elle dit, mais monsieur, mais ils ont le droit de dire ça? Je dis, bah c'est de la politique, après. Oui, mais enfin, ça devrait être interdit, c'est pas possible. Je dis, bah j'y peux rien, moi, c'est le Parlement européen, je vous dis juste ce qui se passe, c'est tout. Enfin, si vous voulez, cette droitisation, naturellement, toutes ces choses-là, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit précédemment. Que les profs ne soient pas amenés à lire, à se documenter, à réfléchir, certainement pas. Ce serait trop bête. Et justement, je parlais aussi des forces économiques, mais je pense que Annie Lacroix-Riz en dira certainement 2 mots bien plus que moi, donc je lui laisse éventuellement dire un mot là-dessus après mon intervention. Mais j'insiste également, pour finir, en termes d'agents de la droitisation, sur le rôle central des acteurs qu'on pourrait qualifier d'intellectuels. Je dis qu'on pourrait qualifier parce que la brochette est longue. On peut penser, bien sûr... Alors bon, il y a un polémiste en ce moment qui fait beaucoup parler de lui dans les sondages, dans les médias, etc. Je passe dessus, avec cette capacité à réécrire l'histoire d'une manière absolument... Bon, je voulais juger, hein, vous voyez la réhabilitation du maréchal Pétain, etc. Bon, je ne vais pas forcément insister dessus. Cependant, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, puisqu'on peut penser à cette
véritablement à cette récupération abjecte, disons-le clairement, du Front populaire par Michel Onfray. C'est-à-dire que Michel Onfray, qui, lorsqu'il a lancé d'ailleurs sa revue, explique que le Front populaire a été ce grand moment de l'histoire où le peuple de France a pu avoir des conquêtes sociales sans guillotine, sans fusillade, etc. Parce qu'il est bien connu que le Front populaire, en 1936, a agi dans un moment de pacifisme ambiant en France, de paix absolue, notamment avec les ligues d'extrême droite. Tout allait bien, avec le grand patronat qui ne mettait absolument aucun bâton dans les roues. Non, non, ça a été très facile. Et puis, il n'y a pas eu de goutte de sang, absolument pas. Puis, il n'y a pas eu de Seconde Guerre mondiale derrière. Si vous voulez, c'est une histoire qui est complètement décontextualisée. D'ailleurs, à ce sujet, Michel Onfray, qui, bon, là aussi a des petits soucis avec l'histoire, ignore que, notamment, le Parti communiste faisait clairement référence, comme Maurice Thorez en mai 1939, à Robespierre et à son côté incorruptible. Parce que pour Michel Onfray, il y a encore pire que les communistes, ce sont les jacobins, ce qu'il appelle les jacobins. Et oui, ça, c'est ce qu'il y a de pire. La conséquence, et je terminerai par là, c'est qu'on assiste progressivement dans les discours, mais à tout niveau, c'est-à-dire médiatiquement, politiquement, et même de plus en plus dans les leçons qui sont, enfin les leçons, dans les cours. À vrai dire, je ne sais pas comment ça se passe chez les collègues, c'est pas le problème. Et de surcroît, des collègues font leur travail, le font honnêtement et font de la résistance de ce point de vue-là. Mais nous insistons à l'essor progressif d'un révisionnisme qui tend de plus en plus même à un négationnisme. À l'image, par exemple, de Madame Dariussec qui ignore ce qu'est l'URSS apparemment. Bien. L'offensive réactionnaire sur l'histoire, elle a lieu à travers, je l'ai dit, l'instrumentalisation de l'histoire dans le cas du Front populaire, à travers aussi, beaucoup plus grave, à vrai dire, c'est aussi grave d'ailleurs, à travers la réhabilitation de la réaction. Et j'aimerais prendre un exemple qui est passé relativement inaperçu, et là encore en lien avec la Révolution française. Il y a 2 ans, à Caen, a été rejoué le procès de Charlotte Corday. On a refait le procès de Charlotte Corday. Bah oui, parce qu'elle avait assassiné Jean-Paul Marat, etc., député de la Convention, bon, voilà. Donc, le procès a eu lieu, et ben, cette fois-ci, elle a été acquittée. Voilà. Et oui, les sans-culottes d'aujourd'hui sont un petit peu moins virulents que les sans-culottes de l'époque. Donc, si vous voulez, ça participe justement à cette ambiance de cette vague réactionnaire qui est en train de déferler sur l'histoire, dans plein de domaines, que ce soit sur la construction européenne, que ce soit sur l'histoire même de l'essor du capitalisme. J'ai oublié de vous citer, on ne peut pas l'oublier quand même, Jacques Attali, qui a une vision très particulière de l'histoire, et qui rejoint l'idée de l'histoire qui est un long fleuve tranquille, puisqu'il avait déclaré un jour lors d'une émission, vous pouvez retrouver d'ailleurs cette phrase dans le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, hein, où il est cité, bon, vous doutez, pas de manière très élogieuse, et où il explique qu'en fait, que nous assistons depuis 3000 ans, à l'extension du marché de la démocratie, qui sont parfaitement complémentaires et de surcroît parfaitement compatibles. Voilà. Donc, si vous voulez, cette espèce d'offensive sur l'histoire qui, d'abord, est plus que réactionnaire, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui en plus invente une espèce de long fleuve tranquille qui mène vers la fin de l'histoire, est également appuyée, il faut le dire, par ce que l'on peut appeler l'offensive antitotalitaire de gauche. Je dis de gauche, pourquoi ? Parce que dans les années 70, surtout à partir des années 1970, s'est développée cette offensive dite antitotalitaire, venant plutôt de courants maoïstes, trotskistes, socialistes également d'ailleurs, qui a commencé à utiliser le vocable de totalitarisme pour désigner le communisme, l'Union soviétique en particulier, et progressivement l'aligner sur le nazisme. À tel point que le prétendu, parce que pour moi ce n'est pas un concept de totalitarisme, et progressivement s'est imposé dans les programmes, et pire, a connu une extension complètement anachronique à des œuvres. Permettez-moi de citer, parce qu'il faut également citer quelques universitaires qui ont une responsabilité dans cette évolution, un certain Bernard Brunto. Bernard Brunto, qui est devenu un spécialiste du totalitarisme, hein, plus que des d'ailleurs, et qui, dans son ouvrage « L'âge totalitaire, idées reçues sur le totalitarisme », vous voyez, pas le totalitarisme, à un moment donné, consacre un petit encadré intitulé de la manière suivante « Platon totalitaire », point d'interrogation. Sans guillemets à totalitaire, hein, forcément. Et voilà ce que raconte Brunto. Platon se voit conférer par Karl Popper le sombre mérite d'avoir inventé la première organisation totalitaire. Et il ajoute, de manière innocente, vous vous en doutez, « La République n'a bien sûr rien à voir avec Mein Kampf.
On peut néanmoins s'interroger sur le fait que certaines œuvres se prêtent plus que d'autres à des logiques de déformation. Et voilà, donc en fait, tout est dans Platon, tout comme l'avait dit un jour Yann Moix en février 2017 sur le plateau de On n'est pas couché avec justement Michel Onfray comme invité, celui-ci avait expliqué qu'en fait, Carrier, Collot d'Herbois, Fouché, c'était les ancêtres de la SS et qu'ils avaient déjà inauguré la Shoah par balle avec les noyades à Nantes, etc. etc. Bien. Donc, si vous voulez, cette offensive antitotalitaire de gauche qui a été menée a progressivement anesthésié les logiques explicatives et surtout a imposé une droitisation qui, et je vais conclure là-dessus, débouche sur la mise au banc de 3 éléments. Premièrement, alors la mise au banc, ou plutôt une histoire qui, dans le fond, fait fi de 3 éléments. Premièrement, le communisme, c'est-à-dire une histoire qui est de plus en plus basée sur un anticommunisme primaire, viscéral. Le communisme, voilà l'ennemi, disait Albert Sarraute en 1927. Deuxièmement, et je l'ai dit avec Michel Onfray, et j'insiste dessus parce que ça se retrouve progressivement, ça transpire dans les programmes, la terreur, etc. Une histoire de plus en plus anti-jacobine, très clairement anti-jacobine. Et troisièmement, l'éviction progressive alors ce qu'on pourrait appeler les forces profondes, appelons ça comme on veut, mais en tout cas on n'en parle pas beaucoup, des classes sociales, et de manière générale des forces profondes, et pire que ça. Pourquoi j'aimerais conclure là-dessus? Vous savez, aujourd'hui, il y a une spécialité dans l'histoire, quand on fait de l'histoire, qu'on veut un petit peu comprendre ce qui se passe concrètement, parce que c'est pas excuser, c'est juste comprendre. On essaye en fait d'analyser tous les acteurs de l'évolution d'un phénomène, comme par exemple la chute de la Troisième République. Alors vous vous intéressez aux forces économiques, aux forces politiques, éventuellement au fait qu'il y a peut-être quand même, parce que ça a existé dans l'histoire, des complots. Après tout, en 1792, des complots, ça existe. En 1940, ça existe, et même bien avant. Et pour empêcher ceci, on a trouvé une feinte, non pas que le complotisme n'existe pas, loin de là, d'avoir une lubie, par exemple, sur les juifs, etc., c'est évident. Mais maintenant, le complotisme, la théorie du complot, est devenue une spécialité de certains, je ne sais pas si on peut les qualifier de chercheurs, en tout cas de certains qui font leur marché dessus, comme Rudi Reichstad. Et la conséquence, c'est que, à partir du moment où vous avez une volonté de faire de l'histoire un véritable objet critique, une véritable critique, eh bien vous êtes condamné à l'anathème si vous n'êtes pas dans le bon camp, celui de l'histoire tranquille, apaisée, parce que c'est vrai que l'histoire est apaisée, comme vous le savez. D'ailleurs, ça se voit depuis les origines. Plus que jamais, moi j'aimerais juste faire passer ce message, et d'autant plus qu'il se trouve que dans la salle, assiste une ancienne élève que j'ai eue au lycée il y a 6 ans, donc elle est contente, j'espère, d'être là. Et bien plus que jamais, insister sur le fait que l'histoire est un sport de combat, ou plutôt un combat tout court, et un combat qu'il faut absolument mener pour éviter de déboucher sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, au moment où je vous parle, à l'approche de l'élection présidentielle, avec un polémiste qui s'improvise historien. Je vous remercie.